There are 23 people that have joined. We're just waiting for a few more people to join and then we'll start. We're live on Facebook. We're live on Facebook. Okay. Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous allons commencer aujourd'hui avec quelques mises à jour à Karine Kanimba, puis des remarques de Vincent Lequin. Après les commentaires, nous ouvrons aux questions et réponses. Le bouton questions, c'est en bas de l'écran. Veuillez poser les questions et nous y répondre après les remarques. Et maintenant, Karine. Merci à tous d'être ici avec nous pour la conférence de presse. Nous allons, donc, comme Kitty l'a bien expliqué, nous allons commencer par vous raconter un peu l'histoire de papa. Ma grande sœur Lise va vous raconter un peu de son parcours. Et puis ensuite, Maître Lurquin racontera un peu le côté juridique. Et puis, on aura aussi des commentaires de maman. Et je vous parlerai aussi des efforts que nous avons après maman. Je vous parlerai des efforts qui se produisent ici en Belgique et internationalement pour la libération de papa. Donc, Lise, tu peux y aller. Lise, you are on mute. Lise, can you unmute, please? Thank you. Oui. Bonjour, je voudrais vous parler de la vie de papa, ce héros du film Hôtel Rwanda que vous connaissez tous à cause des événements qui se sont produits chez nous en 1994. Il y a eu le génocide et papa a fait tous les efforts possibles et inimaginables pour garder tous ceux qui se sont réfugiés dans l'hôtel à 94. Donc, après les événements, il a vu une vie, on va dire, normale. Et après, en 96, les autorités rwandaises ont tenté plusieurs fois de le tuer et il a dû quitter le pays et fuir vers la Belgique, sa nouvelle terre d'accueil. Arrivé en Belgique, il n'a pas eu beaucoup de repos parce que les autorités rwandaises ont voulu toujours qu'il vienne travailler avec lui parce qu'il avait une très bonne réputation. Les gens se voyaient en lui et il était un peu influent, on va dire. En 2004, c'était la sortie du film Hôtel Rwanda et il a été, grâce à ça, couronné de plusieurs médailles. Et comme il y avait beaucoup d'injustices au Rwanda, il a créé une plateforme internationale pour être la voix des sans-voix. Et les autorités rwandaises ont multiplié les efforts pour lui demander des postes, de venir travailler à Kigali. Et comme il disait toujours non, ils ont voulu le tuer. Ils ont fait plusieurs tentatives de meurtre. Ils ont fait plusieurs cambriolages à la maison. Mais même grâce à ça, mon père est toujours resté tenace. Mais en 2020, les autorités rwandaises l'ont kidnappé vers le Rwanda. Donc, c'est là qu'il est en train de faire face à un procès tout à fait digne d'une pièce de théâtre. Donc, je laisse la parole à Maître Lurquin pour qu'il puisse vous en parler un peu plus. Merci. Moi, Nyowengere Constantin, je déclare dire la vérité, rien que la vérité. Si je mens, que je sois puni par la loi. Question. Ce 28 août 2020, quand Paul Rusesabagina a été arrêté à l'aéroport de Kanombe, vous étiez ensemble. Vous veniez d'où? Réponse. Le 26 août 2020, Paul Rusesabagina a quitté San Antonio pour qu'on se rencontre à Dubaï. Le même jour, j'ai quitté le Kenya pour me rendre à Dubaï. Vers 22 heures de la nuit à 2, nous sommes rendus à l'aéroport de jet privé et c'est là où on s'est envolé vers le Rwanda. Mais Paul Rusesabagina croyait
qu'il se rendait au Burundi. Question, combien étiez-vous dans ce jet privé qu'il a payé? J'ai vu Paul Rusesabagina et une hôtesse d'autres gens avec les pilotes. Concernant le paiement, c'est le RIB, le Rwanda Investigation Bureau, qui a envoyé le jet privé de Dubaï à Kigali. Question, quand Paul Rusesabagina a su que vous veniez au Rwanda, il a su qu'on était au Rwanda quand on est sorti de l'avion et qu'il a été arrêté. Cette audition qui a été faite par le RIB le 28 août 2020 nous a été donnée dans le dossier répressif de Paul Rusesabagina, pour lequel il comparait aujourd'hui au Rwanda par le procureur général de la République rwandaise lui-même. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que maintenant, l'on sait que ce que l'on disait depuis 5 mois et demi est la réalité. Il n'y a plus de doute sur le fait de savoir que Paul Rusesabagina a été enlevé puisque le coupable lui-même l'avoue. Et vous aurez dans votre phare de presse la plainte que nous avions adressée pour l'enlèvement de Paul Rusesabagina, et déjà on mentionnait ce pasteur comme étant l'auteur de cet enlèvement, mais l'on sait aussi que ce jet privé a été affrété par les autorités rwandaises. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a au mépris de toutes les normes internationales? Pourquoi est-ce que l'on a enlevé Paul Rusesabagina? On vous l'a dit, Lise vous l'a dit, parce que c'était un des symboles de ceux qui se sont opposés au génocide. Le génocide, c'est quand même le crime le plus horrible. On ne te tue pas pour ce que tu m'as fait, mais pour ce que tu es. Et lui, il a sauvé 1268 Tutsis, qui étaient promis à une mort certaine. Il les a sauvés alors qu'il était gérant de l'hôtel des 1000 collines. Il les a sauvés, et puis il est resté au Rwanda. Et puis il est devenu opposant parce que le régime de Paul Kagame devenait de plus en plus dur. Et donc il a dû quitter le Rwanda. Et c'est un deuxième élément important, à part les aveux de Nurengere, c'est le fait qu'il est arrivé en Belgique et il a introduit une demande d'asile. Et cette demande d'asile était reconnue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, la Belgique a considéré que s'il retournait au Rwanda, il risquait avec raison d'être persécuté. C'est la mention de la Convention de Genève. On sait que s'il retourne, il risque d'être persécuté. Pourquoi voudriez-vous qu'il soit retourné volontairement au Rwanda? Et puis il va s'installer avec sa famille et il va obtenir la nationalité belge. Là aussi, on fait évidemment des enquêtes et on lui donne évidemment la nationalité belge. Il devient belge et il n'est que belge parce qu'on ne peut pas avoir à l'époque une double nationalité, et jamais il n'a redemandé la nationalité rwandaise. Preuve en est l'ambassade de Belgique. Dès que Paul Rusesabagina, on sait qu'il est en prison, il y a une aide consulaire qui se développe. Cette aide consulaire ne pouvait pas se faire. S'il avait une double nationalité, il aurait été rwandais pour les Rwandais, belge pour les Belges. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, le premier jour du procès, on considère qu'il est rwandais? Ce sont des mensonges. Et nous avons la preuve qu'effectivement, il n'est que belge. L'autre question, c'est de savoir pourquoi la Belgique continue-t-elle à se taire. La preuve aussi, c'est le Rwanda qui nous le donne. Quand il est retourné au Rwanda une fois en 2004, mais il a dû avoir un visa. On ne demande pas des visas aux personnes qui ont la nationalité. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que nous dit tout ça? Pourquoi est-ce que dans l'acte d'accusation même, on dit toujours qu'il est rwandais alors qu'on sait bien que ce n'est pas vrai? Et ce que l'on sait aussi et que l'on ne dit pas, c'est qu'il y a une instruction qui avait été ouverte à la demande des autorités rwandaises. Depuis le mois de janvier 2019, il y a une instruction qui se fait ici en Belgique, avec un juge d'instruction, avec des interrogateurs belges, avec le fait que j'ai accompagné Rusesabagina lorsqu'il a été auditionné à la police. Et nous avons eu quand même cette surprise d'avoir à la police devant nous 2 enquêteurs belges, mais aussi le procureur général adjoint du Rwanda. Il était venu pour interroger Rusesabagina
il lui a dit, écoutez, je ne réponds pas à vos questions parce que vous voulez me tuer. Il n'était pas loin de la vérité, heureusement, il vit toujours et j'espère qu'il sera bientôt libre. Mais ce qui est important, c'est de dire, et ça aussi c'était contesté le premier jour du jugement, c'est qu'effectivement, il y a un dossier qui est ouvert actuellement en Belgique, qui n'est pas encore clôturé, ce qui nous permet effectivement de demander un transfèrement. J'y reviendrai. Alors, même les autorités rwandaises ont varié sur le fait de savoir ce qui s'était passé à ce moment-là. D'abord, elles ont déclaré qu'elles avaient arrêté Rusesabagina grâce à la coopération internationale. Et le 8 septembre, elles font marche arrière, suggérant qu'elles étaient seules responsables de l'arrestation de Rusesabagina. C'est un rapport de Human Rights. Et puis, on va dire, peut-être qu'il y a eu des problèmes. Kagame, le 6 septembre, va dire lui-même de deux choses l'une, soit il a été kidnappé, soit il a été dupé ou piégé. Et il va dire ceci, c'est un peu comme appeler un numéro de téléphone pour joindre quelqu'un et puis réaliser que vous avez composé le mauvais numéro de téléphone. Est-ce que ce n'est pas admettre effectivement qu'on l'a dupé, à savoir qu'on l'a enlevé? Il était clair que si le gouvernement rwandais n'était pas au courant, les forces armées rwandaises n'auraient pas été à l'aéroport pour le prendre. Le traitement de cette affaire d'Human Rights par les autorités rwandaises a fait fi de bon nombre de protections prévues par le droit international, suscitant de sérieuses craintes quant au bien-être de Rusesabagina et au respect de son droit à un procès équitable. Karine va vous le dire, les parlementaires en Belgique, le Parlement européen, Human Rights, tout le monde s'indigne, s'insurge sur le fait de savoir comment est-il possible qu'on puisse enlever encore maintenant au XXIe siècle quelqu'un parce que probablement, effectivement, la Belgique n'allait pas assez vite et que cette instruction qui a été suivie pendant 2 ans n'a pas abouti à l'arrestation. Et puis même s'il y avait arrestation, comment extrader? Eh bien, quand la loi ne vous permet pas de faire ce que vous avez envie, eh bien, vous mettez la loi à la poubelle et puis vous décidez d'enlever quelqu'un. C'est quelque chose d'horrible parce que ça viole toutes les lois qui sont faites entre nations, tout le droit pénal international. Et on a continué à violer ce droit parce que, encore maintenant, Paul Rusesabagina n'a pas la possibilité d'avoir ses avocats. Il y a Maître Gatera qui a un courage extraordinaire, mais il est seul là-bas avec Paul Rusesabagina. Vous aurez vu ces images qui sont quand même assez émouvantes de ces deux personnes par rapport à des juges qui ont l'air d'admettre que des personnes viennent devant elles après avoir été enlevées. J'ai été au Rwanda. On est resté 1 semaine, on a essayé jour après jour de trouver un chemin vers la prison. Le bâtonnier est intervenu, tout le monde intervenait, mais le Rwanda a dit non. Il n'est pas question pour lui d'avoir d'autres avocats que ceux que moi, je décide qu'il est. Et donc encore aujourd'hui, c'est une violation d'un droit le plus élémentaire, le droit pour quelqu'un d'avoir son avocat, surtout qu'on allait dans un système qui était aussi cette enquête judiciaire qui continue à être menée en Belgique. Et ça pose comme question quand même essentielle, est-ce qu'il est logique de continuer une coopération avec le Rwanda? Est-ce qu'il est normal que les procureurs, que les enquêteurs viennent enquêter ici en Belgique et que nous, on ne peut même pas envoyer son avocat à la prison pour le voir? C'est une des questions qui est posée politiquement, on va vous en reparler, mais c'est une des questions essentielles pour la liberté et pour la vie d'un homme. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je vais laisser la parole surtout à la famille, mais ce qu'on demande maintenant, c'est bien sûr qu'on puisse articuler sa défense, mais surtout qu'on puisse avoir ce transfèrement. On n'est pas contre le fait que s'il y a des reproches qui lui sont faits, Paul Rusesabagina a toujours répondu à toutes les convocations, à toutes les auditions. Mais qu'on le fasse ici, que l'on opère ce qu'on appelle en droit un phénomène de transfèrement, qu'on l'amène de là-bas, qu'il vienne ici et qu'on ne dise pas que c'est impossible parce qu'en 2005, vous avez le père Tenis qui a exactement connu la même chose. Il devait aller autre part, il a atterri à Kigali, on l'a pris, on l'a mis en prison. C'était un père blanc, un ecclésiastique. La Belgique a bougé et la Belgique est allée le rechercher. Actuellement, au niveau judiciaire, personne ne bouge, mais j'espère que le fait
que l'on sait maintenant qu'il n'y a plus de doute qu'il a été enlevé, que l'on connaît les coupables, qu'il y a une plainte qui a été déposée, va faire en sorte que la Belgique va faire autre chose uniquement que d'envoyer à 3 reprises un consul pour acheminer des médicaments qui n'ont pas encore été acheminés en 5 mois. Je crois, bon Dieu, qu'il faut écouter un peu aussi ces parlementaires belges, les parlementaires européens, les organisations de droits de l'homme, écouter la détresse aussi de la famille. On est allé voir le cabinet de Madame Wilmès et la maman, l'épouse de Roussé-Sabagina, a dit cette phrase qui me semble importante, qui est le fait de dire « ce que je demande à la Belgique, c'est qu'elle se tienne debout ». Je crois vraiment que si la Belgique se tient debout, eh bien, très bientôt, on pourra faire en sorte de réaccueillir Paul Roussé-Sabagina. On ira devant les juges s'il le faut, mais devant des juges qui respectent le droit élémentaire de la personne qui était arrêtée, les droits de l'homme. Je vous remercie. Anaïs, Hop, hop. do you want to start with the questions? Oh non, attends. Encore un commentaire pour Karine. Pardon, non, il y a encore, maman va faire un commentaire et puis je rajouterai aussi un peu. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous aident et qui continuent à nous aider dans ce combat pour ramener mon mari à la maison. Je profite de cet instant pour vous demander un moment de silence afin de commémorer notre héros, le défunt Kizito Mihigo, assassiné le 17 février 2020 dans la cellule de la station de police au Rwanda. Merci. Je voudrais aussi attirer votre attention car mon mari se trouve actuellement dans les mêmes conditions que Kizito Mihigo avant sa mort. 5 mois et demi plus tard, mon mari n'a pas toujours reçu ses médicaments. Il souffre de l'hypertension. Cette maladie nécessite de prendre des médicaments au quotidien. Nous avons envoyé des médicaments à travers la valise diplomatique belge, mais les autorités de la prison refusent de les lui donner. Nous sommes très inquiets pour sa santé et nous allons continuer à lutter pour qu'il obtienne ces médicaments que nous l'avons envoyés. Cela montre qu'au-delà de l'avoir kidnappé, les autorités rwandaises veulent détruire, retirer et mettre fin à sa vie en silence. C'est pourquoi je demande aux autorités du monde entier de ne pas fermer les yeux et de nous aider à demander à sa libération immédiate afin qu'il puisse venir se faire soigner par des médicaments à qui nous avons confiance. Merci pour votre attention. Merci, maman. Et merci aussi à Maître Lurquin pour vos commentaires. Je voudrais aussi rajouter par rapport à l'action qu'on a eue, le monde entier qui s'est levé jusqu'à présent pour soutenir mon père et pour parler de l'injustice qu'il subit actuellement. Il y a 2 semaines, l'Union européenne a voté pour une résolution qui le soutient. Et c'était la première fois dans l'histoire depuis le génocide rwandais que l'Union européenne a collectivement condamné le Rwanda et le président Paul Kagame pour ses abus de droits humains. Ils ont parlé précisément du dossier de papa et ils ont condamné la façon dans laquelle il a été apporté de force au Rwanda à travers une disparition forcée. Ils ont condamné le Rwanda pour la torture qu'il a subie et aussi pour l'interdire d'avoir accès à ses avocats. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une enquête sur la légalité de son arrestation et que s'il n'arrive pas à prouver qu'il a été arrêté légalement, qu'il soit relâché immédiatement.
Le Congrès américain a aussi écrit à Paul Kagame à travers un accord, un soutien bipartite et bicamère dans les deux chambres du Congrès. Ils ont demandé à Paul Kagame de relâcher mon père immédiatement. Ils ont aussi évoqué les relations entre les États-Unis et le Rwanda et la réputation du Rwanda si ces choses continuent. Maintenant, on attend aussi que la Belgique, papa est un citoyen belge. Jusqu'à présent, nous avons eu du soutien des députés, des parlementaires du gouvernement fédéral qui se sont levés pour interpeller la ministre et lui demander pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour aider votre citoyen? Que faites-vous plutôt pour aider votre citoyen? On sait que Madame la ministre et le gouvernement continuent d'insister qu'on a accès à l'assistance consulaire. Mais cette assistance consulaire, jusqu'à présent, a prouvé qu'elle n'est pas effective. Papa n'a toujours pas ses médicaments. Et je répète, papa n'a toujours pas ses médicaments. Il en a besoin pour survivre et on les lui refuse. Et la Belgique, le gouvernement belge n'a toujours pas réussi à faire en sorte qu'il ait accès à ces médicaments. De plus, l'assistance consulaire est censée aussi pouvoir au moins aider à ce qu'il ait accès à ses avocats. Ça non plus, ça n'a pas encore été possible. Donc, clairement, cette assistance consulaire n'est pas effective et les mesures qui doivent être prises doivent être plus sévères. Ils doivent demander à ce que papa soit ramené ici en Belgique et s'il doit y avoir un procès, qu'il se passe en Belgique parce qu'on ne croit pas qu'il aura un procès équitable au Rwanda. On lui refuse ses avocats, on lui refuse ses médicaments et jusqu'à présent, il est enfermé dans une salle sans fenêtre et sans électricité ni lumière pendant la plupart de la journée. Donc, il subit une torture mentale autant que physique. On voudrait aussi demander, finalement, à ce que la Belgique, ce que le peuple belge se lève, parce que ça, c'est un exemple que le gouvernement belge est en train de nous montrer, que si un citoyen belge se fait kidnapper par un gouvernement dictatorial et ramené dans leur pays sans voie légale, sans mandat d'arrêt, sans rien, aucune loi n'est respectée, que jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est que la Belgique ne se lèvera pas pour leurs citoyens. Par contre, comme M. Alexis Navalny en Russie a été arrêté illégalement par les autorités russes, Madame la ministre n'a pas tardé pour demander à ce qu'il soit relâché immédiatement. Entre-temps, un citoyen belge est détenu illégalement par quelqu'un qui est connu pour être un dictateur brutal qui a tué des millions et qui continue à créer de plus en plus de victimes au Rwanda et à travers le monde. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien entendu venant de la ministre ni du Premier ministre. Donc, nous demandons au gouvernement belge de se lever et de se tenir debout pour son citoyen. Quand papa est arrivé en 1996, on lui a accordé l'asile politique parce que sa vie était en danger au Rwanda. Ils étaient très conscients des dangers les dangers qu'il subissait. Jusqu'à aujourd'hui aussi, comme Lys l'a expliqué, ces 15 dernières années, depuis la sortie du film Hotel Rwanda, papa a utilisé sa plateforme internationale pour amener l'attention sur l'injustice et les violations de droits humains qui continuent à se produire jusqu'aujourd'hui au Rwanda. Et c'est à cause de cette attention qu'il essaye d'apporter, cette lumière qu'il essaie d'apporter sur le Rwanda que le gouvernement rwandais veut le faire taire. Et un papa est un humanitaire et un activiste de droits humains qui est maintenant enfermé en prison par un dictateur. Et donc, nous demandons à la Belgique de se lever pour se mettre debout, se lever et demander la libération immédiate de leur citoyen qui a été kidnappé et qui est actuellement détenu illégalement au Rwanda. Merci pour m'avoir écouté. Maintenant, on va prendre les questions des journalistes. Voilà. Notre première question ici, on va l'adresser à Karine. Quel était le but de son voyage en Afrique? Donc, papa a dit pendant son interview au New York Times qu'il avait été invité par le pasteur Constantin Nyamulenge, que Maître Lurquin a lu le témoignage, pour parler dans des églises, comme il fait d'habitude. Il passe la plupart de son temps à sensibiliser sur non seulement le génocide, les leçons du génocide, mais aussi sur l'injustice et les violations de droits humains au Rwanda. Donc, il allait continuer à utiliser cette plateforme pour apporter de l'attention et le pasteur l'avait invité au Burundi. Merci. Et la prochaine ici, on va l'adresser à Maître Lurquin. Quelle preuve avez-vous que Paul Rusesabagina n'a plus de nationalité rwandaise, excepté le visa? Mais les preuves, c'est d'une part le récit. Donc, je vous l'ai dit, il est venu
en Belgique, il a obtenu son statut de réfugié, puis il a obtenu la nationalité belge. Et à l'époque, on ne pouvait pas avoir une double nationalité. Donc, en prenant la nationalité belge, il n'avait plus la nationalité rwandaise. Il y avait une possibilité, effectivement, de recouvrir la nationalité rwandaise suite à un changement dans la législation du Code de nationalité rwandais. Mais il n'a pas fait cela. Il fallait officiellement le demander, ce que Paul Rusesabagina n'a pas fait. Et donc, la preuve, c'est que, donc, vous comprenez bien qu'on a analysé le problème, parce que c'est un problème de droit, sinon la Belgique ne pouvait pas intervenir. Quand je suis allé à Kigali, j'ai été reçu par les représentants de l'ambassade de Kigali qui m'ont dit, nous sommes certains, en réalité, Paul Rusesabagina, par rapport à la législation belge et par rapport à la législation rwandaise, n'est que, entre guillemets, belge, et donc il a perdu sa nationalité, qu'il n'a pas demandé de la recouvrir. Ce n'est plus un débat, c'est une certitude, et les seuls qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est le parquet général de Kigali, mais on peut comprendre pourquoi. Merci. Et aussi, je tiens à rajouter que mon père n'a pas de passeport rwandais. Aujourd'hui, il n'a qu'un passeport belge, une carte d'identité belge. Donc aussi, il n'y a pas d'autres papiers rwandais. Notre prochaine question ici, on va l'adresser à Karim. Comment comprenez-vous l'attitude de Sankara à l'audience? Il semble qu'il s'est retourné contre Paul Rusesabagina. Oui, donc on sait que le gouvernement rwandais, comme dans le cas de Mme Victoire Ingabire, une autre opposant politique, une critique du gouvernement, le gouvernement rwandais a apporté plusieurs faux témoins pour l'incriminer et dire qu'elle était en train de préparer des attaques terroristes contre le Rwanda. Ils ont remarqué à travers à travers la Cour de justice que les témoins n'avaient pas de consistance ni quoi que ce soit dans leur discours et que c'était des faux témoins, effectivement. On pense que aussi Sankara et tous les autres ont été, comme c'est dur, vous le savez que c'est dur de s'opposer au gouvernement rwandais au Rwanda, et que le président Kagame a déjà fait son choix et a fait ses demandes. On pense que tous les autres témoins aussi vont tous s'aligner avec ce que le gouvernement rwandais veut qu'il fasse et donner des faux témoignages sur notre père pour continuer à salir son nom et le rendre coupable. Mais on s'attend à ça, comme on l'a dit, c'est une pièce de théâtre et c'est un procès, c'est un faux procès. Voilà. Notre question ici, on va l'adresser à Maître Lurquin. Hors du Rwanda, quelles procédures ont déjà été engagées ou pourraient être au niveau international pour invoquer l'arrestation de Paul Rusesabagina et qui relève une arrestation arbitraire ou illégale? La défense parle de kidnapping. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu plus? Donc, il y a d'une part une requête qui est adressée à la Cour africaine des droits de l'homme, et puis nous avons une plainte qui a été déposée ici en Belgique. On n'a pas encore de nouvelles, j'ai eu un contact hier avec le procureur fédéral, une plainte en Belgique. Vous savez que le problème en droit est un peu complexe puisque c'est le lieu de l'infraction qui détermine la juridiction compétente, donc Dubaï, Kigali, la Belgique, a priori, ne serait pas compétente, si ce n'est que on avait la nationalité belge, et là aussi c'est une confirmation qu'il est belge et uniquement belge, la nationalité belge de la personne qui est victime de l'enlèvement, à savoir votre père. Et maintenant, on a, et c'est la raison pour laquelle on a eu un entretien avec le parquet fédéral, on a la certitude, parce que c'est les Rwandais qui nous disent, qu'effectivement il y a eu un enlèvement et que le fameux pasteur, non seulement il est d'origine burundaise, mais il est belge. Donc vous avez des points de rattachement à la fois au niveau de la victime et au niveau de la personne dont on connaît l'adresse ici en Belgique, c'est quelqu'un qui est belge, et que donc à ce niveau-là, on devrait pouvoir avoir une enquête. Donc ce que l'on demande, et j'ose espérer que le parquet et le juge d'instruction vont demander de pouvoir faire une commission rogatoire pour enquêter sur la façon dont le transfert de Dubaï a été mené. Mais j'ai lu quelques passages, évidemment, de ce qu'a dit le pasteur. Il avait déjà été interrogé précédemment et nous avons tout dans le dossier répressif pour montrer qu'effectivement, c'est le RIP qui a organisé cet enlèvement. Et donc, au niveau international, donc il y a la Belgique, il y a la Cour européenne des droits, il y a la Cour africaine des droits de l'homme, et puis il y a surtout, je crois, une prise de conscience du gouvernement belge avec le fait qu'on a toujours cette enquête
qui continue en Belgique, ce serait si simple de dire, mais voilà, on va continuer l'enquête avec M. Roussissabagina, mais en Belgique et pas au Rwanda. Il a été enlevé, je ne sais pas si c'est une énormité. Moi, en 40 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait été enlevé par des autorités légitimes et que personne ne dit rien. Donc, j'espère que la justice va également se lever et j'espère que très prochainement, il pourra avoir une commission rogatoire pour voir ce qui s'est passé. Merci. Ici aussi, j'aimerais bien rajouter aussi que la famille a aussi envoyé des plaintes aux Nations Unies et aussi au Texas, à San Antonio, pour la même chose, pour les trucs que Constantin, cet homme-là, a fait à mon père. L'autre question ici, c'est pour encore Maître Lurquin. Quelles sont les actions concrètes entreprises par la Belgique jusqu'à présent? Mais écoutez, quand on a… D'abord, la première chose, c'est que le 28 août, votre père a été arrêté. On n'a pas été prévenu, la famille n'a pas été prévenue directement par les autorités belges. Ce n'est que par la presse que vous l'avez apprise. Directement, on a contacté les affaires étrangères. On a été reçu effectivement directement par les affaires étrangères. Et je trouvais que ça se passait assez bien avec la famille. Les affaires étrangères ont directement dit on va lui procurer une aide consulaire. Et donc, cette aide consulaire, à savoir le fait que, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'avocat, il était essentiel que quelqu'un puisse savoir quel était son état de santé et le voir. Et la Belgique a envoyé effectivement le consul pour avoir une première rencontre. Le problème, c'est qu'après cette première rencontre, il y avait des médicaments, on vous l'a dit, qui devaient être apportés, qui n'ont pas été apportés. Il n'y a plus que 2 autres rencontres. Et la Belgique s'est recroquevillée, si vous voulez, de ce côté d'aide consulaire. Ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas des médicaments en prison, mais qu'on analyse le problème du transfèrement. À partir du moment où il y a maintenant une certitude qu'il a été enlevé, la Belgique doit demander au Rwanda, politiquement, dans une autre sphère, non pas seulement d'aide consulaire, mais que le gouvernement belge demande au gouvernement rwandais d'accepter ce transfèrement qui fera en sorte que le jugement et l'instruction pourra continuer son chemin, mais dans un pays dans lequel qui n'est pas coupable d'avoir enlevé la personne. Et donc voilà, pour le moment, malheureusement, la Belgique, les parlementaires, etc., Karine vous l'a dit, bougent, mais le gouvernement ne bouge pas. J'ai une lettre de Crous, j'ai beaucoup de lettres de plusieurs ministres qui me disent voilà, on en a pris acte, on sait ce qui se passe, mais maintenant il est temps de dire quelque chose, sinon c'est un silence qui risque de devenir un silence complice. Et ici, j'aimerais bien rajouter quelqu'un qui fait un commentaire qui nous rappelle que dans le journal De Standard, aujourd'hui, il cite que le gouvernement belge ne doit pas se laisser guider par un complexe de culpabilité. Et voilà. On parle d'un transfert, Karine a parlé d'un transfert et vous aussi, Maître Lurquin. Dans ce transfert, que demandez-vous vis-à-vis à le faire juger en Belgique et pour quel fait? Et donc, en droit, c'est ce qu'on appelle un transfèrement. Un transfèrement, ça veut dire que, bien sûr, on demande la libération parce qu'on est intimement persuadé que votre père n'est coupable de rien, mais s'il y a une instruction qui se fait, le transfèrement, ça veut dire qu'on demande on prend votre père du Rwanda et on le met ici en Belgique où l'enquête va se continuer. C'est-à-dire, on ne demande pas qu'il n'y ait plus d'enquête, on est d'accord de se soumettre à cette enquête. À la limite, il pourrait même être en prison ici en Belgique, mais tout ça va se plaider alors ici en Belgique et ne se plaidera pas là-bas, puisque les autorités judiciaires rwandaises se sont disqualifiées par le fait qu'ils ont accepté cet enlèvement. Mais donc, il y a une certitude pour tout le monde que ce pourquoi il est accusé, eh bien, il y aura un jugement qui sera prononcé en toute légalité. Mais il faut l'accord pour le transfèrement des autorités belges d'abord, mais aussi évidemment des autorités rwandaises. Et pour rajouter un mot aussi, on a déjà vu qu'au Rwanda, il n'aura pas de procès équitable. Encore une fois, on le prive même ses droits de défense. Il n'a pas le droit d'avoir des avocats, les avocats de son choix. Donc, quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir des avocats de son choix ne pourra pas se défendre convenablement puisqu'on lui interdit de pouvoir faire ça. On lui confisque aussi ses documents privilégiés dans la prison.
on les confisque dès que notre avocat rwandais quitte la prison et les autorités rwandaises prennent le temps de lire sa stratégie de défense. Donc, il ne va pas pouvoir se défendre convenablement au Rwanda. Et finalement, mercredi, pendant le premier jour du procès, il y avait plus de caméras et de journalistes dans la salle que d'avocats. Et les avocats n'étaient pas assis à côté de leurs clients, mais ils étaient assis derrière les caméras. Donc, on voit que ce ne sera pas un procès équitable, c'est une pièce de théâtre exigée par le président Paul Kagame, comme on l'a entendu dans sa conférence de presse en septembre, pour pouvoir le plaire. Donc, on voudrait qu'il soit ici, il doit être jugé, qu'il vienne ici en Belgique, où au moins il aura accès à ses avocats, accès à ses médicaments et accès à pouvoir se défendre et lire ses documents privilégiés sans que les autorités rwandaises prennent le temps de tout lire. Ici, notre question, la ruse a déjà été utilisée dans d'autres pays pour attirer une personne ou à l'inculpation, comme par exemple aux États-Unis ou en Belgique. Le fait que le pasteur ait reconnu avoir utilisé la ruse peut-il changer quelque chose? Et je pense que ça, ce serait une bonne question pour Maître Lurquin. Merci. Mais oui, enfin, moi-même, je dois vous avouer que j'étais étonné d'avoir l'ensemble de ces documents. Donc ça, il faudrait que la Belgique s'interroge également parce que la thèse du Rwanda est de dire que la Belgique était au courant et que c'est pour ça qu'il dépose les documents qui sont des aveux de ce pasteur. Alors, vous ne pouvez pas effectivement utiliser la ruse parce que c'est pénalement condamnable. Et ce qui est surtout condamnable, c'est que le pasteur nous dit que ce fameux avion, il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée contre la compagnie d'aviation, que cet avion a été affrété par les autorités rwandaises. Et donc, quand on dit parfois on utilise la ruse, c'est sûr que quand la police intervient, ils ne disent pas toujours pourquoi ils interviennent, ça c'est normal. Mais ici, ce n'est pas normal, parce qu'ici, c'est vraiment un enlèvement. Votre père savait très bien que s'il mettait un pied au Rwanda, il serait arrêté, et le Rwanda savait très bien que votre père arrivait. Sinon, c'est d'une simplicité qu'un enfant de 3 ans pourrait savoir. Pourquoi est-ce qu'il y aurait l'armée qui l'a arrêté juste sur le tarmac de l'aéroport, s'il n'était au courant de rien? Ils étaient effectivement au courant parce qu'ils ont organisé, et ça, pénalement, c'est punissable. Un État ne peut pas enlever des nationaux d'un autre État. Et d'un autre côté, je trouve que c'est un peu humiliant aussi pour la Belgique parce que c'est le Rwanda qui demande à la Belgique de faire une instruction. La Belgique fait cette instruction, désigne des juges, et puis on dit, ben, écoutez, finalement, on va faire ça nous-mêmes, redonnez-nous le dossier, redonnez-nous tout ce que vous avez comme pièce, ce qui n'est pas non plus totalement légal, et on va le faire à votre place. C'est quelque chose qui est éminemment condamnable en vertu du droit international. Et aussi, j'aimerais bien vous rajouter que le Rwanda, quand ils ont enlevé mon père au début, ils ont donné 3 raisons pour lesquelles il a été enlevé. Donc, ils ont dit que la première fois, c'était une coopération internationale. Et donc, les autorités à Dubaï et les autorités belges ont lié cette coopération. La deuxième excuse, c'était la ruse, que le président Kagame a dit lui-même. Et la troisième excuse que le gouvernement rwandais tient comme la meilleure solution, la meilleure façon dont il est arrivé là-bas, c'était de son plein gré. Donc, c'est comme s'il avait pris le jet privé de son plein gré, il est arrivé au Rwanda de son plein gré, il est arrivé à l'immigration de son plein gré. Encore ce qui était faux. Donc, pourquoi le gouvernement mentirait? Pourquoi le gouvernement donnerait plusieurs raisons de son arrivée? Encore, c'est des questions à poser et c'est qu'ils savent que ce n'est pas légal. Donc, on ne ment pas quand on sait qu'on a fait quelque chose de correct. Ici, j'ai une question, je pense que peut-être la famille peut la prendre. Qui a accueilli et qui a accompagné Paul Rusesabagina à Dubaï? Donc, papa a été à Dubaï, donc il est parti de Dubaï à partir des États-Unis, et c'est là-bas où il a rencontré Constantin. Et avec Constantin, ils ont pris l'avion payé par le gouvernement rwandais, par le RIB, comme Maître Lurquin l'a lu, pour aller en destination au Rwanda. Merci. Et ici, notre question, encore, je pense que la famille peut la prendre. Peut-il avoir d'autres médicaments que ceux que la famille lui a envoyés? On a envoyé des médicaments donc, à travers la valise diplomatique belge. C'est les autorités belges. Et si les autorités belges ont une bonne relation avec les autorités rwandaises, ils ne devraient pas avoir un problème de pouvoir apporter les médicaments de notre père, de les lui apporter dans la prison. Mais le fait que même le gouvernement belge se voit refuser de pouvoir
de lui donner des médicaments montre que c'est le moment de prendre de plus grandes mesures. En plus de ça, nous savons qu'il y a plusieurs cas où le gouvernement rwandais a donné des médicaments que personne ne connaissait à des personnes qui sont mortes très rapidement après ou qui ont eu des symptômes qui sont arrivés avec le temps à cause du fait que c'était des médicaments qu'il ne fallait pas donner à ces personnes. Et donc, nous avons peur, et honnêtement, vu la façon dans laquelle il a été traité depuis son arrivée au Rwanda, vu ces exemples de fait que plusieurs fois, plusieurs autres personnes ont été tuées ou à travers des faux médicaments et qu'on ne peut pas prouver qu'est-ce qui est dans ces médicaments, on préfère lui donner les mêmes médicaments qu'il prend depuis plus de 20 ans. Et ce ne doit pas être difficile de délivrer des médicaments comme on a pu lui envoyer quelques livres à la prison, il devrait pouvoir lui envoyer ces médicaments à lui. Et aussi, quand quelqu'un a l'hypertension, c'est une maladie très difficile à vivre avec. Il faut trouver la bonne dose de médicaments, pas facile. Tu dois aller chez le médecin plusieurs fois et retourner de nouveaux médicaments. Et on sait très bien que mon père, quand il est arrivé au Rwanda, il a vu un docteur la première semaine, après s'avoir fait torturer pendant 3 jours. Et il a vu le médecin encore la semaine passée. Donc, en 4 mois et demi, il a vu le médecin que 2 fois. Et on sait très bien que les médicaments qu'on lui donnait, qu'on lui forçait de prendre, ne marchaient pas. Donc encore, c'est pour ça qu'on préférait qu'il reprenne ces médicaments qu'on sait bien qu'ils marchent. Et d'ailleurs, ces médicaments sont arrivés, ils sont là. Pourquoi lui donner d'autres médicaments du coup? Pourquoi insister à lui donner leurs médicaments? Et puis, il y a aussi des autres exemples où on sait qu'on leur donne des médicaments qui sont pas... Il y en a des médicaments qui peuvent lui faire du mal, mais il y a aussi des médicaments qui sont là pour faire semblant comme s'il prenait quelque chose quand en fait, ce n'est pas en train de lui traiter, de l'aider. Et d'ailleurs, les médicaments qu'ils lui ont donnés jusqu'à présent en prison sont des médicaments qui n'ont pas aidé à son hypertension. Son hypertension reste élevée. Il a des problèmes de tête, de maux de tête, et il le dit constamment, ce qui veut dire que les médicaments qu'on lui donne ne sont pas pratiques, ne sont pas effectifs. Il a ces médicaments qui sont à la prison, qu'on lui a livrés à travers la valise diplomatique, alors pourquoi ne tout simplement pas les lui donner? Alors, si je peux juste ajouter un petit point, c'est quand même une diplomatie assez étrange. Hein. Donc, pour le problème des médicaments, on nous dit il n'y a pas de problème, on va les transférer 4 mois après, ils ne sont pas encore transférés. On vient de voir maintenant le cabinet de Mme Wilmès qui nous dit tiens, et si on mettait en rapport le médecin belge et le médecin rwandais, mettre 4 mois et demi pour avoir la possibilité de le faire, qui n'est toujours pas faite, c'est quand même étonnant. Moi, quand j'étais au Rwanda, on m'a dit mais vous aurez des difficultés pour entrer, ne vous inquiétez pas, l'ambassadeur sera là. Il avait oublié de venir et donc j'ai eu effectivement les difficultés pour entrer. Vous pourrez aller à la prison, le bâtonnier est intervenu, mais les affaires étrangères ne sont pas intervenues. Donc on a l'impression qu'ils disent toujours, mais bien sûr, et puis malheureusement, il n'y a rien qui se fait. Et donc maintenant, vraiment, il faut prendre la mesure de la violation des droits de l'homme, la violation d'une personne qui est un national belge. Il n'y a que la Belgique qui peut effectivement, efficacement faire en sorte d'avoir ce mécanisme de transfert. Merci. Ici, on a d'autres questions. Donc, le Jeune Afrique a fait une interview avec le pasteur Constantin. Ils ont sorti un article il y a quelques jours. Est-ce que cette version du pasteur est exacte? Peut-être que je vais me donner cette question à Maître Lurquin, qui connaît bien le dossier. Mais le pasteur, il dit beaucoup de choses. Vous avez probablement lu... moi, je crois que ce qui est intéressant dans le pasteur, parce que je vous l'ai dit, il y a plusieurs auditions qui se font par le RIB du pasteur, notamment la première audition, c'est le fait que le pasteur est quand même interpellé. Hein. Donc, vous êtes interpellé par le bureau d'investigation au Rwanda, c'est mauvais signe. Et donc, il y a des choses qui disent qu'ils ne sont pas positives par rapport effectivement à Paul Rusesabagina, mais ça ne m'étonne pas que quand vous êtes devant le RIB, vous allez dire ce qu'on a envie que vous disiez sur le problème de son implication dans ce qui se passe au niveau du Nord-Kivu, etc. Donc, ça, c'est pas ce que le pasteur pense ne m'intéresse pas fondamentalement. Ce qui est fondamental, c'est que le pasteur raconte sur base des faits comment il a été enlevé. Maintenant, le reste du procès, qu'on le fasse ici, peut-être, il n'y a pas de problème, on répondra à l'ensemble des questions. Mais le problème, quel qu'il soit, que votre père était ici, c'est quelqu'un qui a cette humanité débordante, mais ça aurait pu être n'importe qui. On n'enlève pas quelqu'un pour le juger. Ça, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et donc, le pasteur, voilà, ce qui m'intéresse chez le pasteur, c'est les aveux qu'il fait par rapport à cet enlèvement.
Et je voudrais aussi rajouter par rapport à ça, le président de la République a donné une interview sur CNN qui a été publiée il y a 2 jours, où il confirme encore avoir kidnappé papa parce qu'il a engagé Constantin à travers le RIB pour le ramener au Rwanda. Donc, il a admis aussi. Et d'ailleurs, pendant cette interview, le président continue à culpabiliser mon père. Il lui a déjà fait un verdict. Et donc, personne au Rwanda n'ira contre le président de la République, contre le dictateur rwandais. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une justice au Rwanda. Voilà, je pense qu'on n'a plus de questions. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire de la part de la famille avant qu'on clôture cette conférence? Eh bien, on voudrait remercier tout le monde pour continuer pour nous soutenir dans cette bataille. Ce n'est pas facile. On sait que papa c'est un homme courageux, c'est un homme brave qui a toujours utilisé sa plateforme, son attention pour pouvoir aider les gens. Maintenant, il est dans une situation où c'est lui qui a besoin de notre aide. Et on remercie tout le monde pour continuer à nous soutenir et avoir aussi le courage d'être avec nous, de nous battre contre la dictature. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Et c'est la fin. Merci. Au revoir.